Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets pour lesquels vous avez voté, c'est-à-dire l'histoire des sages-femmes et de la pratique de l'obstétrique. Et ça tombe bien parce que hier, en fait, c'était la journée internationale des sages-femmes. Il y a beaucoup de préjugés envers les sages-femmes. On associe beaucoup l'expertise des femmes à des pratiques qui pourraient nuire au bébé et à la personne qui le met au monde. Selon Mona Chollet, de toutes les disciplines médicales, c'est l'obstétrique qui perpétue de façon la plus évidente à la fois la guerre contre les femmes et les biais de la science moderne. Mais pendant longtemps au Québec et ailleurs, accoucher chez soi, c'est vraiment plus safe que d'aller à l'hôpital. D'ailleurs, vous avez plus de chances de mourir à l'hôpital, puis on verra tantôt pourquoi. Et dans l'histoire, les personnes qui ont la meilleure expertise pour faire accoucher d'autres personnes, ce sont évidemment les personnes qui ont un utérus. Donc, pendant très longtemps dans l'histoire, ce sont les femmes qui se font accoucher entre elles. Ce sont elles qui soignent les malades et qui connaissent les secrets des plantes. Pourquoi est-ce qu'un beau jour, comme ça, la pratique de la médecine et même la pratique de l'obstétrique devient-elle largement dominée par les hommes? Pourquoi notre imaginaire est-il dominé par des hommes froids, impassibles et calculateurs qui s'occupent de patientalité, jeunes, souvent seins nus pour aucune raison? Et surtout, pourquoi, même encore aujourd'hui, les sages-femmes ont-elles parfois mauvaise presse? Selon les autrices Barbara Ehrenreich et Derd English, toute cette histoire-là commence avec les sorcières à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance en Occident. Comme on l'a vu dans un épisode précédent, ces guérisseuses se servaient efficacement des plantes pour soigner leur communauté et certains de nos médicaments modernes sont d'ailleurs issus des plantes qu'elles utilisaient. En gros, les femmes étaient arrêtées à l'époque parce que leur technique fonctionnait et parce qu'on disait que c'était de la sorcellerie de soigner efficacement quelqu'un. Barbara Ehrenreich et Derd English nous disent dans Sorcières, sages-femmes et infirmières, les chasses aux sorcières n'éliminèrent pas complètement les guérisseuses, mais les étiquetèrent définitivement comme superstitieuses et malveillantes. Leur discrédit au sein de la classe moyenne montante au 17e et au 18e siècle fut tel qu'il permit aux médecins de faire leurs premières incursions dans un domaine qui leur était inaccessible, c'est-à-dire l'obstétrique. Ce sont les médecins hommes qui inventent le fameux forceps. D'ailleurs, le spéculum et les forceps ont contribué à exclure les sages-femmes qui dénonçaient leur utilisation abusive et qui avaient raison parce que ces instruments-là étaient dangereux pour la vie des femmes et de leurs bébés. Le spéculum fut inventé dans les années 1840 par un médecin de l'Alabama, James Marion Sims, qui fit la plupart de ses expériences sur des femmes noires sans anesthésie. Le forceps, quant à lui, fut utilisé dès le 16e siècle par Peter Chamberlain, un médecin établi en Angleterre. Au siècle suivant, son neveu fit une démonstration de son usage à l'Hôtel-Dieu de Paris et l'opération fut une réelle catastrophe. Elle se termina par la mort du bébé et de sa mère. Les sages-femmes se mobilisèrent et protestèrent contre l'usage de cet instrument qui, dans l'absolu, causait la mort. Mais elles ne furent pas entendues. À l'époque, Elizabeth Nihel, sage-femme anglaise, explique d'ailleurs qu'elle n'a jamais assisté à une naissance qui demandait en réalité l'usage d'un outil quelconque. C'est quand même pas pour rien que les médecins dont je parle étaient tous issus de la même classe, la classe bourgeoise, et c'est avec leur appartenance sociale qu'ils ont construit leur crédibilité. Et certainement pas avec l'efficacité de leurs remèdes, puis on verra tantôt pourquoi. En Amérique, au début du siècle, l'accès à la profession médicale est un peu moins rushant pour les femmes et une petite minorité d'entre elles l'étudie et la pratique. La pratique médicale était en fait ouverte à toutes celles et ceux qui pouvaient faire preuve de compétences en matière de guérison. Et de ce fait, plusieurs femmes avaient une clientèle et recevaient du monde à leur cabinet. En fait, le plus souvent, elles pratiquaient la médecine aux côtés de leur mari. La seule vraie différence entre les médecins femmes et les médecins réguliers, je mets régulier entre guillemets, mais c'est ainsi que ce groupe de praticiens-là se décrivait. La seule différence entre ces deux groupes-là, c'est que les médecins réguliers étaient de sexe masculin, issus de la classe bourgeoise, et faisaient généralement payer beaucoup plus cher pour leurs soins. En termes de soins, les médecins de formation académique n'avaient rien de plus à offrir que les femmes guérisseuses. Pire encore, vous risquiez même de mourir si vous alliez les consulter.
Selon Mona Chollet, les médecins et les chirurgiens se sont débarrassés de la compétition qui était engendrée par la présence des sages-femmes en les accusant de malpropreté, entre autres. Pourtant, dans les hôpitaux où les médecins hommes dirigeaient les opérations, les femmes mouraient. En février 1866, toujours selon Mona Chollet, le corps de celles qui avaient accouché à l'hôpital Maternité de Paris moururent. Le médecin Olivier Wendell Holmes raconte qu'à Vienne, vers 1840, on mettait les femmes à deux dans les cercueils pour éviter que les gens constatent l'ampleur du désastre. Puis ça arrivait surtout parce que les médecins ne se lavaient pas les mains, jamais. Et ça leur a vraiment pris du temps à comprendre que c'était important de se laver les mains. On enseignait par exemple aux médecins réguliers des techniques comme la saignée, les doses massives de laxatifs, comme le calomel à base de mercure. Et comme chacun sait, le mercure est vraiment excellent pour la santé, n'est-ce pas? Ainsi que l'usage de l'opium, une autre affaire qui est vraiment bonne pour la santé. Les guérisseuses proposaient quant à elles des médications à base de plantes, le jeûne, les changements dans le régime alimentaire ou les bienfaits d'une présence humaine tout simplement. Bref, c'était pas des remèdes miraculeux, mais au moins ça tuait pas le monde. Et qu'en est-il au Québec et qu'en est-il un petit peu plus récemment dans notre histoire? Selon Roxane Lorrain, dès les années 1970 et 1980, il y a un mouvement féministe pour l'humanisation de la naissance et de l'autosanté des femmes qui prend racine au Québec. Ce mouvement de contestation et de revendication vise à remettre en question la surmédicalisation de la naissance, étant donné que la grossesse et l'accouchement sont pris en charge par la médecine et l'obstétrique. En gros, les femmes souhaitent acquérir plus d'autonomie et de contrôle dans toutes les étapes de leur maternité, et pour ça, elles cherchent à faire légaliser la pratique sage-femme et à encourager les accouchements hors hôpitaux. En 1873, toujours selon Roxane Lorrain, on voit apparaître la première politique périnatale qui vise la réduction des mortalités maternelles et infantiles et souligne la déshumanisation de la naissance au Québec. Cette politique propose, pour répondre aux objectifs, une réorganisation des services en périnatalité, une amélioration de la qualité des soins et une sensibilisation des femmes enceintes et des nouvelles mères. Au cours des années 1980 et 1990, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes. Des colloques sont organisés pour comprendre comment les jeunes mères sont traitées dans le système médical et on met sur pied un projet pilote pour voir si justement la pratique des sages-femmes est si unsafe que ça. Femmes et sages-femmes font alors alliance pour faire reconnaître leurs droits. Puis là, je dis femmes, mais je suis consciente qu'il y a des personnes non-binaires qui peuvent porter des enfants, des hommes trans aussi, et d'autres personnes qui ne s'identifient pas nécessairement comme des femmes. Le 19 juin 1999, la loi sur les sages-femmes entre en vigueur au Québec, ce qui permet aux personnes qui vont accoucher d'avoir la liberté finalement de choisir comment ça va se passer. Et cette loi-là a aussi pour effet de rendre accessible dans un système public de santé un service qui autrefois devait être payé par les parents. Donc c'était tout pour cet épisode du Petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris des choses et on se revoit dans les semaines suivantes pour parler de sujets qui seront probablement complètement différents. Donc merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.